Monsieur l'ancien président du conseil d'administration des HUG, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, chers professeurs, chères mesdames, chers messieurs, cher professeur Pugin, cher Jérôme, et j'ai oublié de dire chers enfants. C'est un grand honneur et un privilège d'être présent ici pour saluer la carrière hospitalo-universitaire du professeur Jérôme Pugin, médecin chef du service des soins intensifs au sein des HUG et professeur ordinaire de la faculté de médecine à l'occasion de sa leçon d'adieu intitulée « Parcours intensif ». Vous me permettrez d'ailleurs de m'adresser à Jérôme en utilisant le tutoiement, tant il est vrai que nous avons développé des relations d'amitié pendant les quelques 6 années où j'ai pu côtoyer le professeur Pugin. Professeur Pugin, cher Jérôme, ton parcours a assurément été intensif. Et je vais essayer ici d'en retracer quelques contours. Tu as obtenu ton diplôme fédéral de médecine délivré par l'Université de Genève en 1984 et tu es entré dans la foulée au HUG, appelé encore hôpital cantonal. En 1990, tu obtiens un doctorat en médecine et deviens, en 1993, membre de la Fédération des médecins suisses spécialistes en médecine interne, puis en médecine intensive en 1996. À l'exception d'un séjour dédié à la recherche à l'Institut d'immunologie à San Diego, et avec de nombreuses missions à Cuba, ta seconde patrie, tu as mené l'ensemble de ta carrière à Genève, de tes jeunes années d'interne à ta fonction actuelle. À ton retour des États-Unis, médecin adjoint, tu as fondé et dirigé le laboratoire de recherche fondamentale dédié aux soins intensifs dans le domaine des infections bactériennes et du sepsis. En 2014, tu es nommé médecin-chef du service des soins intensifs, responsable de l'unité sepsis, infection, réanimation et soins intensifs adultes. À ta carrière médicale s'ajoute ton parcours académique et de recherche, toi qui as déclaré un jour « Aimer autant la médecine que la science pour mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain ». Tu es nommé professeur associé au département d'anesthésiologie, pharmacologie, soins intensifs et urgences de la faculté de médecine de l'Université de Genève en 2007 et nommé professeur ordinaire en 2011. Très investi dans les affaires académiques, tu deviens vice-doyen à la faculté de médecine pendant 12 ans, en charge de la médecine clinique et coprésident de la commission de recherche et de relève. Tu présides et développes également le centre de recherche des HUG et de 2011 à 2024. Ta carrière, cher professeur Pugin, cher Jérôme, est aussi marquée par une impressionnante série de contributions à la recherche médicale. Tes travaux pionniers sur la pathogénèse de la pneumonie associée à la ventilation et tes recherches sur le sepsis ont profondément influencé la pratique clinique et les soins intensifs, notamment avec l'exploration du rôle des récepteurs dans le sepsis humain, ainsi que les biomarqueurs dans les soins intensifs et la paralysie immunitaire chez les patients et les patientes gravement malades. Tout au long de ton parcours, tu as reçu de nombreuses distinctions. On compte plusieurs prix de la Société suisse de médecine intensive, le prix Bizot de la Faculté de médecine de Genève et plus récemment le prix de la recherche clinique des HUG pour ton travail sur la prévention des pneumonies associées à la ventilation mécanique. Tu as contribué à la démarche Smarter Medicine aux soins intensifs qui a remporté le prix qualité des HUG en 2019. Au titre des anecdotes, le groupe de projet Genovap se souvient d'être allé jusqu'à déguster 6 à 8 mélanges d'antibiotiques liquides
pour choisir le moins mauvais mélange, désormais administré aux patients et aux patientes, pour prévenir la survenue de pneumonie aux soins intensifs. Ta vision transversale des soins médicaux, ton approche intégrée et humaine a transformé la prise en charge des patients et des patientes aux soins intensifs. Tu as aussi toujours favorisé le développement de compétences dans les domaines alternatifs comme l'hypnose, par exemple. Et ta contribution ne se limite pas au HUG, puisque tu as joué un rôle crucial dans divers comités scientifiques et éditoriaux à l'échelle nationale et internationale, façonnant les politiques et les pratiques en soins intensifs, en particulier à Cuba. Tu as conduit plusieurs missions humanitaires au début de ta carrière et tu as rencontré des gens fantastiques avec lesquels tu as tissé des liens étroits. Et c'est d'ailleurs un adjectif que tu utilises souvent, fantastique, certainement un de tes traits de caractère, de toujours aller chercher chez l'autre personne ce qui est hors du commun. Après plus de 50 missions sur place et l'envoi en stage dans leurs hôpitaux d'environ 150 étudiantes et étudiants, tu as réussi le tour de force de mettre en place un programme de prévention des infections dans les services de soins intensifs cubains. Un objet de grande satisfaction puisque ces projets ont permis d'y diminuer jusqu'à 50% les taux d'infection. Mais retracer ta vie professionnelle ne pourrait se faire sans évoquer cette période particulièrement intense de ton parcours, celle où tu as dû affronter la pandémie Covid-19 avec nous toutes et tous présents ici dans cet auditoire. Tu l'as dit, les 3 premières semaines ont été très difficiles pour les équipes. Faire face à une page blanche, arrêter l'hôpital, encaisser l'afflux massif des patientes et des patients aux soins intensifs. Pour toi, comme pour toutes les équipes, la routine ne s'est jamais installée. Pour cette prise en charge hors du commun, nous te sommes sincèrement et collectivement très reconnaissants. Durant les phases aiguës et au-delà, tu t'es efforcé d'installer une relation de confiance avec les proches des patientes et patients hospitalisés. J'en ai aperçu ici quelques-uns. Tu as tenu à communiquer avec la population pour les informer en transparence des impacts de cette maladie. La population a découvert d'ailleurs, à cette occasion, les soins intensifs. Face à la pandémie, tu as démontré à la fois ton leadership, ton humanité, tes interventions dans les médias, figure médicale proche de la cité, t'ont amené une notoriété encore plus grande auprès du grand public, qui se sentait à la fois bien informé, sans langue de bois, et ta sérénité, rassurante, a fortement contribué à accroître la confiance de la population en son hôpital, les HUG. C'est par devoir et sens de l'honnêteté, tu l'as dit, que tu as voulu informer les Genevoises et les Genevois de la situation. Toutes les semaines, mesdames et messieurs, pendant les cellules de crise qui se passaient ici, dans cet auditoire, Jérôme était présent. Il nous donnait les dernières nouvelles des soins intensifs et je me souviens, avec encore une très très grande émotion, du jour où tu nous as annoncé que le dernier patient intubé venait d'être désintubé. Nous avons tous eu un soupir de soulagement parce que ce jour-là, nous avons compris que le plus dur était derrière nous, même s'il restait encore beaucoup de choses à faire. Ta cité, Genève, tu es profondément attaché. Tu es né ici, tu as grandi ici, et tes équipes se souviennent des fêtes de l'escalade organisées chaque année, avec l'occasion de casser une marmite géante, de chanter le Sekeleno et d'évoquer les hauts faits des vaillants Genevois. Il y avait aussi des sorties de l'équipe médicale au bain des Paquis pour déguster la fondue et exprimer d'une manière ou d'une autre tes origines fribourgeoises et gruyériennes. La liste de tes réalisations est longue. Il faudrait évoquer encore de nombreux épisodes, comme ton investissement dans la prise en charge des virus émergents, comme
Ebola par exemple. Ton parcours a été vraiment très intensif et nous nous souviendrons de ta personnalité bienveillante, calme, à l'écoute, généreuse de son temps et mentor éclairé de jeunes médecins. Alors ce n'est pas sans émotion que nous te disons au revoir. Les HUG ont eu un grand privilège de pouvoir compter sur toi, sur ton engagement, et le service des soins intensifs portera en son sein l'héritage de ton travail. Enfin, sur une note encore plus personnelle, je sais que nous aurons maintenant le temps d'organiser ce fameux barbecue que nous avons dû repousser de vague Covid en vague Covid, où nous avions prévu de réunir tous nos amis communs. Et je sais que maintenant, on va pouvoir enfin prendre ce rendez-vous parce que tu auras enfin du temps pour passer ces moments avec moi. Professeur Pugin, cher Jérôme, j'aimerais donc te remercier chaleureusement, au nom des patientes et des patients, comme je l'ai dit, beaucoup qui sont présents. Tous ceux, toutes celles et ceux que tu as accompagnés pendant ces 35 années, au nom de tes collaboratrices et collaborateurs, qui ont vécu une aventure intensive à tes côtés, et tu vas vraiment, vraiment beaucoup nous manquer. Cher Jérôme, encore un grand merci. Je passe maintenant la parole au doyen de la faculté de médecine, Antoine. Monsieur le directeur général, merci de me passer la parole. Merci aussi d'avoir si brillamment illustré le parcours du professeur Jérôme Pugin et puis d'y avoir donné cette touche d'émotion liée visiblement à un vécu ensemble de situations qui étaient hors normes. Alors, évidemment, je ne vais pas, d'une part, trop retarder l'intervention et la leçon d'adieu du professeur Pugin, mais je voulais juste faire une petite remarque par rapport à l'endroit où on se trouve, qui est particulièrement symbolique, aussi dans la carrière de Jérôme. Vous êtes ici à cheval entre la faculté de médecine et les hôpitaux universitaires de Genève. Vous voyez ici la faculté de médecine, ici les hôpitaux universitaires de Genève. Devant moi, les deux rassemblés sur une même plaquette. Puis en fait, il faut beaucoup plus que ça pour que ça fonctionne ensemble. Et il faut des gens comme Jérôme Pugin qui sont capables de véritablement faire ce lien entre la recherche qui se fait de l'autre côté de la rue Lombard et ce qui se passe ici à l'hôpital. Et je pense que Jérôme a eu à cœur dans toute sa carrière de faire ce lien entre la recherche fondamentale, la recherche clinique et ce qu'on appelle aussi la recherche translationnelle. Je parle sous le contrôle de 3 anciens doyens qui ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui et que je remercie. Et voilà, en gros, ce que j'aimerais dire, c'est merci d'avoir passé tout ce temps à tisser des liens, mais non seulement entre la recherche clinique et la recherche fondamentale, mais aussi à soutenir les jeunes, à travailler, à construire une relève qui soit imprégnée aussi de ces valeurs. Tu l'as fait, ça a été dit, en présidant le programme MD-PhD. C'est un programme qui vise à donner des bases solides aux cliniciens pour faire de la recherche. Pendant 12 ans, tu as été vice-doyen de la recherche clinique. Tu as été directeur du centre de recherche clinique, une structure qui est conjointe entre les HUG et l'université et qui fournit de l'aide et différents services pour les études cliniques, non seulement pour les chercheuses et les chercheurs expérimentés, mais aussi pour ceux qui débutent et même pour les étudiants. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est très fort dans ton parcours, cette volonté de soutenir et de générer de l'enthousiasme dans le domaine de la recherche à tous les niveaux. Tu as aussi été coprésident d'une commission facultaire importante qu'on appelle tendrement la R2, qui fait trembler parfois un peu ceux qui se profilent dans une carrière universitaire, puisque c'est elle qui évalue les mérites des candidats à une promotion universitaire sous l'angle de leur activité de recherche et de production académique. Puis j'aimerais aussi souligner quelque chose qui me paraît extrêmement important et qui a ouvert une voie, je dirais, c'est ton intérêt et ton soutien fort à l'académisation des soignants non médecins, au développement de projets de recherche qui sont menés par des soignants, infirmiers, infirmières, physiothérapeutes. Et puis aussi
pour des projets de recherche clinique, d'amélioration de la qualité des soins et des projets d'innovation médico-technologique. Tu as inspiré et soutenu des soignantes et soignants qui ont pu mener des projets déjà dans ton service des soins intensifs, mais aussi plus largement au niveau de l'institution, dans le cadre des projets stratégiques des HUG. Et tu les as aussi encouragés, pour certaines et certains, à se lancer dans des formations universitaires avancées. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui restera de ton héritage, et je crois quelque chose de très important. Avec le temps, tu es devenu cette force tranquille dans un monde pourtant frénétique qui nous a été décrit, celui de la médecine intensive. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ont pu aller dans le bureau de Jérôme au cœur des soins intensifs. Il faut imaginer cette ruche des soins intensifs. Et puis, on entre dans ce bureau et tout d'un coup, on est transporté dans quelque chose qui me rappelait furieusement la Havane. Et pas uniquement à cause des grandes photos de, de Cuba, mais aussi parce que quand on y entre, le temps semble se ralentir, on est accueilli chaleureusement, on se donne la possibilité de se poser, de respirer, de prendre un petit peu de distance, et puis tout cela pour continuer de faire avancer et appréhender cette vie intense et trépidante qui se trouve juste de l'autre côté de la porte. Jérôme, merci pour tout ce que tu as fait pour les HUG et pour notre faculté de médecine, à laquelle je sais que tu resteras attaché. Je te félicite d'ores et déjà pour ta nomination en tant que professeur honoraire, et je me réjouis vraiment d'assister à ta leçon. Merci. Bon, nous y voilà. Premièrement, merci beaucoup aux hommages que je viens de recevoir. Je suis très très touché, que ce soit du côté de l'hôpital ou de la faculté, qui ont été effectivement mes deux maisons professionnelles que j'ai chéries. Euh, les salutations protocolaires étant faites, je ne vais pas les refaire, mais voilà, merci à toutes et tous. J'ai beaucoup de collègues et surtout beaucoup d'amis présents et ma famille, donc beaucoup d'émotions forcément. Leçon d'adieu. Adieu, ça a un caractère assez définitif, hein. Sauf peut-être à Genève où adieu, ça veut dire salut aussi. Donc dans ce sens-là, j'accepte. J'aurais préféré leçon de revoir, toutefois. Peut-être la faculté devrait y réfléchir parce qu'il y a ce côté. Parcours intensif, oui, alors il a déjà été bien décrit. En fait, ce que je vais faire, c'est l'illustrer, hein, c'est tout. Mais au fond, tout était juste. Ça aurait pu s'appeler aussi, mais où est donc passé tout ce temps? Alors mon parcours, voilà, on pourrait le résumer puis s'arrêter là. En fait, c'est le parcours d'un baby boomer assez linéaire qui commence en 84, à la fin des études de médecine, une formation clinique, médecine interne, médecine intensive, l'obtention d'une bourse Cloetta pour 5 ans, nomination professorale, quelques petites aventures dans le service, Ebola, Covid. Voilà, un peu de médecine et après surtout des soins intensifs. Un petit intermède quand même à la Scripps aux États-Unis. Une chefferie de service en 2014. Un laboratoire de recherche fondamentale, comme ça a été dit, au CMU. Beaucoup de plaisir à faire de la science et une équipe fantastique dans ce laboratoire au fil des années. Mon engagement facultaire, la commission MD-PhD, vice-doyen pendant 12 ans, chef du centre de recherche clinique, et ce projet, au fond, incroyable, qui était le projet cubain, dont je vais aussi, bien sûr, vous parler. Et puis, des sujets de recherche qui sont parsemés depuis les premiers temps de recherche clinique dans le service du professeur Souter, comme fellow en 1988 avec les pneumonies, mais je vais vous parler de tout ça maintenant. Alors voilà, ça commence à Scripps. Voilà, j'avais des cheveux et ils étaient plus foncés. Euh, Ça, c'est 1991. Voilà, j'atterris dans l'Institut d'immunologie de Scripps. Alors au début, c'était très dur d'aller travailler parce que les seules personnes qu'on rencontrait le matin, c'était les golfeurs et les surfeurs. Voilà, donc il a fallu s'y faire et vraiment se mettre au bench et commencer à travailler sur un sujet qui m'a passionné déjà depuis mes années cliniques, qui était le sepsis ou la septicémie.
Alors pourquoi? C'est parce que ça représente déjà la première cause de décès aux soins intensifs et aussi à l'hôpital. Et si on réfléchit, le sepsis commence toujours par la rencontre d'un agent bactérien, d'une bactérie, avec des cellules de notre organisme. S'il n'y a pas cette rencontre, il n'y a pas de sepsis. Et voilà, je vais vous montrer un petit film qui a été tourné dans les années 70 en contraste de phase et que je montre toutes les années aux premières années de médecine, aux étudiants en première année, parce que je pense qu'une fois qu'on a intégré ce film, on a compris la relation intime qu'il y avait entre les bactéries et les cellules immunitaires de l'autre. Donc ici, vous avez un polymorphonucléaire neutrophile, donc c'est un peu les soldats de l'organisme qui vont se défendre contre l'infection. Ici, vous avez une petite bactérie, on va dire malheureuse petite bactérie, c'est les globules rouges, et voilà ce qui se passe au fond entre un phagocyte et la bactérie et cette relation intime qu'il peut y avoir entre les deux. Et vous voyez que cette bactérie qui est un peu mobile essaye d'échapper euh, au méchant neutrophile qui, au bout d'un moment, et on n'est pas très loin, va l'ingérer. Et c'est maintenant. Voilà, donc ingestion de la bactérie, elle pénètre dans le neutrophile et elle va être détruite par les enzymes qui sont à l'intérieur de cette cellule. Alors, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, ben, il faut comprendre quels sont les mécanismes qui font que ces cellules de l'immunité, elles reconnaissent les bactéries. Il doit y avoir un système de reconnaissance et toujours à San Diego, en rentrant un soir, ma petite fille Caroline, qui avait 3 ans à l'époque, elle arrive avec un dessin et qu'elle avait fait à la maternelle. C'était White Blood Cell Eating a Germ. Pas de surprise que les Américains, ils sont avancés en sciences, hein. Et là, vous avez déjà tous les éléments de la reconnaissance bactérienne jusqu'à la phagocytose, la digestion des bactéries. Vous voyez que tout est présent sur sur ce dessin. Et je me suis dit que si ma fille de 3 ans arrivait à comprendre tout ça, je devrais bien être capable de mettre ma pièce au puzzle aussi. Donc au fond, ce que vous a montré Caroline, ben, c'est ça. C'est ça avec un dessin un peu plus fancy, mais c'est exactement ça. C'est des bactéries qui sont là, qui sont là où elles ne devraient pas être, c'est-à-dire dans les liquides biologiques, dans le sang des patients, et des cellules immunitaires qui sont à l'affût, qui sont là pour détecter la présence de bactéries. Et ce système, ce fameux système de reconnaissance. Quelles sont les molécules, au fond, qui sous-tendent cette interaction? Parce qu'une fois qu'il y a cette rencontre, il y a une cascade biologique qui se met en route d'inflammation systémique et qui est délétère en fait pour l'hôte, l'organisme hôte, c'est-à-dire le patient. Alors, quand je suis arrivé aux États-Unis, l'année avant mon arrivée, il y a eu 2 papiers qui ont été publiés back-to-back dans Science, qui étaient des papiers essentiels, parce qu'ils ont découvert 2 molécules qui font partie de ce système de reconnaissance. Un, c'était la LBP, qui était une protéine de la phase aiguë et qui reconnaît les bactéries et la partie endotoxique des bactéries gram-négatives. Et puis un petit récepteur mobile à la surface des cellules qui pouvait recevoir au fond le LPS. Alors quand je suis arrivé, ils m'ont demandé ce que je voulais faire, parce que ça se passe comme ça aux États-Unis, c'est pas vraiment eux qui vous disent ce que vous devez faire, mais on vient avec son projet. Moi, je dis, bah, il y a un autre type cellulaire qui m'intéresse beaucoup, c'est les cellules qui pavent les vaisseaux à l'intérieur, les cellules endothéliales. Et puis, c'est des cellules qui sont connues pour pas avoir ce récepteur CD14, mais qui répondent quand même à l'endotoxine. Donc, il fallait comprendre comment ça marchait. Et il a suffi de se rendre compte qu'il y avait du CD14 qui flottait dans le sérum et qui était donc capable d'activer les cellules une fois qu'ils se liaient au LPS. Il n'y avait pas besoin de ce CD14 membranaire. Alors bien sûr, il manquait un player important dans ce système de reconnaissance qu'on appelait dans ces papiers le récepteur X, parce qu'il n'était pas connu à l'époque, mais il fallait bien qu'il y ait un récepteur qui traverse la membrane et qui donne l'information à la cellule. Voilà, je suis là, il faut monter une réponse immunitaire, commencer à sécréter des protéines inflammatoires. Et en fait, ce récepteur, il a été découvert quelques années plus tard. C'est un récepteur complexe. Il est très beau, moi, je trouve. Voilà, c'est le TOL4 avec le MD2 qui vont lier cette endotoxine avec le CD14. Et ça fait un complexe de récepteurs qui est vraiment le récepteur à l'endotoxine bactérienne. Et pour cette découverte, les 2 personnes qui ont découvert ces récepteurs TOL
ont eu le prix Nobel en 2011, donc vraiment une reconnaissance importante de ces mécanismes qui sont à la base de la réponse contre les infections. Mon dernier papier avant de partir de Scripps, ben, c'était de réaliser que, au fond, ce récepteur CD14, il reconnaissait pas seulement l'endotoxine, mais aussi d'autres produits bactériens, d'autres bactéries, des gram-positifs, des mycobactéries. Et ça a été le premier récepteur qui a été d'ailleurs publié dans la première, euh, dans le premier volume de Immunity en 94. Et euh, par la suite, on a appelé ces molécules des PAMPs. Maintenant, tout le monde appelle ça des PAMPs, mais à l'époque, on ne savait pas que c'était des PAMPs, mais on avait découvert déjà leurs récepteurs. Voilà, ensuite, retour à Genève, ça en 94, fondation du laboratoire de recherche fondamentale des soins intensifs, et puis ben, une équipe, hein. C'est un travail d'équipe, un laboratoire. On ne peut rien faire tout seul, et au fond, ceux qui ont vraiment fait quelque chose dans ce laboratoire, c'est eux, quoi. Moi, j'ai piloté l'affaire. J'ai eu un plaisir fou. Ça a été une motivation incroyable tous les matins de me lever, de savoir ce qui s'était passé au laboratoire. J'ai des souvenirs émus vraiment de nos discussions. Il y a beaucoup des membres de ce laboratoire qui sont ici et ça me touche beaucoup. Une des choses qu'on a faites, c'est prendre un des éléments de ce récepteur et puis de le travailler. Et notamment Pierre Tissière, qui est devenu un des grands patrons de la réanimation parisienne pour les enfants. Quand il était au labo, ben, il a beaucoup travaillé sur cette molécule, il a travaillé par la suite. Et il a montré que, tout comme le CD14, il y avait une forme soluble, une forme qui monte, dont la concentration s'élevait chez les patients qui avaient une septicémie. Et une fois qu'elle se liait à des bactéries, ces bactéries devenaient succulentes pour les polymères phonucléaires neutrophiles, ces cellules qui mangeaient les bactéries. Donc, en fait, elles aident au fond à la réponse immunitaire. Deux papiers aussi qui me sont très chers pour beaucoup de raisons. Premièrement, parce que c'est le papier de Karine qui était ma première PhD dans le laboratoire. Je lui rends vraiment un hommage. Elle a compris, elle, comment l'endotoxine toute seule rentrait dans les cellules avec des co-auteurs intéressants. Je vois Jean-Louis Carpentier ici et le regretté Michelangelo Foti. Et puis Pierre Farmer, un jeune postdoc qui venait du Québec et qui, lui, avait un fond plutôt pharmacologie et qui voulait savoir si les molécules qu'on donne en réanimation, l'adrénaline et la noradrénaline, avaient des effets pro- ou anti-inflammatoires. Et il a fait un très beau travail là-dessus. Alors, je vous montre ça, je vous les montre les deux parce que, au fond, ils sont tellement plus les deux qu'ils ont décidé de se marier et de faire leur vie ensemble. Voilà. Ensuite, il y a un gros sujet de recherche pour moi et mon laboratoire, c'était de réaliser qu'au fond, avec la ventilation mécanique aux soins intensifs, on sauve des vies. On sauve des vies parce que les patients, ils peuvent passer des caps, on peut leur apporter de l'oxygène sous pression. Voilà, tout ça, c'est très bien. Mais on s'est aussi rendu compte, fin des années 90, que on était un peu délétère pour les poumons. Et je regarde Pierre Souter, c'est des discussions qu'on a eues. Comment faire la même chose, mais en étant moins délétère pour le poumon, en les stretchant, ces poumons, avec nos thérapies. Donc moi, je suis surtout intéressé au biotrauma, c'est comment, au fond, et ça, c'est une question que Jean-Claude Chevrolet m'avait posée un matin lors d'un café. Il m'a dit, mais au fond, toi qui comprends ces mécanismes, est-ce que tu arriverais à trouver le lien qu'il y a entre un étirement mécanique d'une cellule et l'inflammation de cette cellule pulmonaire? Alors, ça lui a pris 10 secondes pour me le dire. Moi, ça m'a pris 20 ans pour y répondre. Euh, Merci Jean-Claude. Et là, vous voyez, c'est les premiers balbutiements. C'était, ben voilà, mais comment étirer les cellules, hein, parce qu'on voulait pas faire ça chez l'animal, ça avait été déjà un peu fait. Puis moi, je n'étais pas quelqu'un de l'animal, j'étais plutôt quelqu'un de la cellule. Donc, on a construit une boîte comme ça qu'on branchait sur un ventilateur qui avait un fond en silastique où on faisait grandir des cellules, puis on a tiré les cellules. Alors, on a commencé à faire ça même aux soins intensifs dans une chambre de malade. Voilà, ça c'était un peu notre installation du début.
Et puis, 20 ans plus tard, on a disséqué vraiment toute la cascade biologique qui passe d'un étirement cellulaire et aussi dans les premiers papiers avec Philippe Joliet, qui était mon compagnon de l'époque, on a réussi à vraiment disséquer cette voie d'activation des cellules, les facteurs de transcription, qui aboutit finalement à ces cellules, une fois qu'elles sont attirées, à sécréter des molécules de l'inflammation dont l'interleukine 1 bêta, qui est la première des interleukines découvertes. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle est vraiment très, très inflammatoire. C'est-à-dire, si vous mettez un petit peu d'IL-1 dans l'articulation de quelqu'un, il va faire une arthrite vraiment violente. La même chose pour les poumons et chez nos patients qui étaient en détresse respiratoire. Ça, c'est un des premiers papiers que j'ai fait en rentrant des États-Unis avec Bararico et Pierre Souter. Et l'aide aussi de deux immenses chercheurs des États-Unis dans notre domaine de la détresse respiratoire, c'est Michael Maté et Tom Martin qui sont des très très bons amis. On a montré que dans le liquide de lavage des poumons, il y avait cette molécule très inflammatoire qui donnait une piste pour traiter l'inflammation pulmonaire. Ça a été cité, la pneumonie associée à la ventilation mécanique, c'est un peu voilà mon bébé. Ouais, je suis tombé dedans très vite, au tout début en 88, quand j'ai été faire mon fellowship aux soins intensifs chirurgicaux. Pourquoi c'est important? Pourquoi? C'est une complication qui est très fréquente d'abord, hein. C'est une des complications fréquentes des patients intubés aux soins intensifs. On l'a vu beaucoup pendant le Covid. Les patients, ils arrivaient avec une pneumonie virale, mais ils décédaient d'une pneumonie bactérienne acquise aux soins intensifs. Donc ça valait la peine de s'y pencher. C'est la complication des intensivistes. On la partage avec personne, c'est la nôtre, voilà. Donc, quelque part, il faut que ce soit les intensivistes qui s'y intéressent, avec, bien sûr, des microbiologistes, des infectiologues, c'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on l'attrape, cette pneumonie, ben, elle allonge le temps aux soins intensifs, elle est associée à une surmortalité. C'est quelque chose qui n'est pas si simple à diagnostiquer, et déjà à l'époque, c'était compliqué de la diagnostiquer. Et c'est en plus difficile à traiter parce que le poumon n'est pas un tissu qui accepte vraiment bien les antibiotiques. Mais on sait que maintenant, on sait très bien qu'elle peut être prévenue. Il y a beaucoup de méthodes préventives pour empêcher qu'elle se développe une fois qu'on est intubé aux soins intensifs. Mais en 88, on ne sait pas grand-chose. Alors ça, c'était mon premier papier scientifique, vraiment. J'avais écrit un petit papier de revue avant, mais là, c'est vraiment avec des données. Vous voyez les auteurs, il y en a une bonne partie qui sont là. Euh, et ce qu'on a fait, on a fait deux choses dans ce papier. On a au fond on on a inventé une façon d'aller prélever du liquide au fond des poumons sans faire de bronchoscopie. Parce que c'est quand même quelque chose de lourd de faire des bronchoscopies chez ces malades. Donc on a inventé un petit cathéter qui permet donc d'aller dans les poumons, de faire le lavage et de ressortir, et qui était assez indolent pour le malade. Et puis d'un autre côté, on a construit un score. Alors il n'y avait rien de très scientifique dans ce score, tu te rappelles, Peter? On l'a construit un peu sur un coin de bureau en se disant ça devait être important, ça un peu moins. Et puis on a fait corréler ce score avec la bactériologie qu'on trouvait dans les poumons, avec le nombre de bactéries. Et puis c'est un score qui corrélait bien. Et puis finalement, quelques 25, près de 30 ans après, on voit que c'est finalement, de tous mes papiers, c'est celui qui a été cité le plus grand nombre de fois, plus de 1500 citations, le score utilisé dans plus de 600 publications. Et ce cathéter, on l'utilise encore tous les jours dans notre service. Il est utilisé par nos physiothérapeutes respiratoires qui ont la main dessus, et également dans beaucoup d'autres réanimations et soins intensifs du monde, jusqu'à Cuba, comme vous le verrez. Alors vous me direz, diagnostiquer c'est bien, mais traiter c'est mieux, et prévenir c'est mieux, je veux dire. Prévenir c'est mieux. Donc on a eu l'idée aussi, juste après le papier du diagnostic, de dire ben, on va essayer de bloquer l'accès des bactéries aux poumons. Et l'idée nous est venue d'instiller des antibiotiques topiques juste à l'entrée des poumons, au-dessus du ballonnet du tube endotrachéal, pour faire blocage aux bactéries, pour pas qu'elles viennent ensemencer et infecter les poumons. Et on a vu que ça prévenait un bon nombre de pneumonies. Comme vous voyez, les patients s'infectaient peu ou plus, et ça nous a valu une très jolie publication dans JAMA.
Par la suite, on s'est dit, mais il faut qu'on utilise toutes ces méthodes de prévention. En plus des antibiotiques dont je vous parle, il faut qu'on utilise un bundle de mesures préventives, qu'on change le tube endotrachéal, qu'on mette un tube un peu différent. Et puis, on a fait un projet qualité avec des mesures avant, pendant, après. Et ce qu'on a réussi à montrer dans ce projet, qui est un projet phare du service, et, c'est que ben, on a réussi à diminuer le taux de pneumonie de 85%. Ce n'est pas un petit résultat, ça. Et non seulement on a réussi à le baisser, ce taux, mais on a réussi à le maintenir bas au cours des 9 années qui ont suivi. Et c'est un projet qui continue toujours, grâce aussi à l'aide des personnes que vous voyez en haut à droite, et notamment le dernier en date, Christophe Juge, qui est toujours un infirmier en mandat pour la prévention des pneumonies. Alors quand on fait ça, ben, voilà, on attrape des prix, comme l'a dit Alain Colli. C'est le seul, je crois, c'est le seul travail au HUG qui a eu conjointement un prix qualité et le prix de la recherche clinique, dont on est très fier. Alors on a fait un peu la même chose dans un pays à ressources très limitées, Cuba. Alain vous l'a dit, je suis allé plus de 50 fois à Cuba, dans différents projets de collaboration et de coopération. Je dirais pas humanitaire, parce qu'ils ont une médecine incroyable là-bas. Et pour moi, j'ai beaucoup appris de la médecine cubaine. Et donc, la première chose, ben, on leur a amené la formule pour faire le liquide de désinfection des mains. Hein, ça peut paraître bizarre. Et c'est un pays qui a beaucoup d'alcool, qui fait du rhum, mais qui n'avait pas encore de liquide de désinfection hydroalcoolique. Et on a amené ça. La deuxième chose, c'était d'amener ce cathéter qui permettait de faire ces lavages broncho-alvéolaires non bronchoscopiques, donc à l'aveugle. Beaucoup de formations sur le personnel hospitalier, comme vous voyez ici. Un petit clin d'œil à cette patiente qui était une jeune patiente qui avait une myasthénie grave et qui est restée plusieurs mois aux soins intensifs avec une trachéo et sous ventilation mécanique. Et à aucun moment, cette patiente, elle s'est infectée dans les poumons. Et je l'ai vue à 3 reprises lors de trois voyages différents. Les résultats de cette campagne, ben, ils sont là. Voilà, on est parti des taux d'infection voisins de 50%, 40%, et une fois qu'on a mis en place un bundle de mesures très simples, sans antibiotiques, parce qu'il n'y avait pas des ressources pour avoir ces antibiotiques topiques, on a réussi à freiner au fond le taux de pneumonie associé à la ventilation mécanique. Et ça grâce à un soutien de la commission humanitaire. Alors, c'était des HUG à l'époque, maintenant c'est une commission qui est unifiée avec la faculté, et je pense que c'est une excellente chose. Et aussi à une ONG avec laquelle j'ai travaillé longtemps, j'ai été longtemps dans le comité, qui est Medicuba. Comme vous l'a dit aussi Alain tout à l'heure, ben, Cuba c'est aussi un grand échange, alors essentiellement unilatéral, d'envoyer nos étudiants en médecine se frotter à la médecine cubaine et voir en quoi cette médecine était différente, extrêmement, je dirais, humaine. Pas que la nôtre soit pas humaine, mais là, c'est poussé vraiment à l'extrême. Et dans la prévention aussi, beaucoup dans la prévention. Donc, dans des stages d'immersion en communauté, en 3e année, il y a beaucoup de ces jeunes médecins en devenir qui ont passé par Cuba. Et dans des stages de 6e année, comme jeunes, ils appellent ça des internos, des internes, avec des fonctions d'interne en chirurgie et dans un institut de maladies tropicales et d'infectiologie à La Havane. Et vous avez ici une des soirées qu'on organisait lors de leur passage avec leurs professeurs cubains. Et vous avez ici les 3 premières étudiantes qui sont passées, Aurélie, Sophia et Alexandra, qui sont passées donc à Cuba. Je change un peu du tout au tout, mais c'est un sujet qu'on a quand même pas mal développé dans le service, et ceux qui me connaissent le savent bien. Et ça a vraiment pu être fait qu'en collaboration avec 2 personnes d'exception, je dirais. C'est Stéphane Arbart, mon long compagnon d'études cliniques, et Vanda Knobré, qui était ici pour un peu plus d'1 année, et qui est revenu par la suite et qui est devenu un des patrons de la réanimation de Belo Horizonte au Brésil. Et avec eux, on a réussi à montrer 2 choses. La première, c'est que en mesurant un marqueur dans le sang, une molécule dans le sang, comme la troponine pour l'infarctus du myocarde, on arrivait mieux à diagnostiquer le sepsis que si on se basait que sur nos critères cliniques.
Puis la deuxième chose qu'on a réussi à montrer, c'est qu'en utilisant ce biomarqueur, en regardant son évolution, et son taux et son évolution, on arrivait à retirer les antibiotiques plus rapidement chez nos patients et éviter la surconsommation d'antibiotiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été repris dans beaucoup de soins intensifs dans le monde. Mon investissement dans la faculté, ben voilà, c'était que du bonheur, je dirais. C'est deux décanats, un double décanat et puis un décanat de 4 ans par la suite. Donc 12 ans passés à côté de personnes d'exception. D'ailleurs, ouais, j'ai envie de les appeler mes doyens et mes collègues vice-doyens, vraiment des équipes fantastiques. Quel plaisir, quelle fierté d'avoir pu piloter cette faculté 12 ans à vos côtés. Mon engagement, ça a été, comme l'a dit Alain, ça a été dans le mentorat. Et ça, c'est pas un petit mot, mentorat. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu l'as bien relevé. J'ai eu un plaisir fou d'entourer les étudiants et les jeunes médecins, de leur donner des enseignements aussi dans le cadre des études de médecine. J'ai présidé la commission MD-PhD. Voilà, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et il y a certains de ces étudiants qui sont là, que je vois, ça me touche beaucoup. Euh, et puis c'est participer au bureau des canaux, parce que c'est là c'est là où on pilote au fond pilote la faculté et toutes les activités de la faculté, des moments d'échange intenses. Participer à 86 commissions de nomination professorale, donc il y a beaucoup de professeurs que j'ai vu passer dans ces commissions qui sont maintenant dans la faculté. Aussi évaluer beaucoup de projets scientifiques, et ça c'était un gros boulot, mais c'est un boulot hyper intéressant. On a reçu, depuis la création de la Fondation privée des Hugues, plus de 300 projets Starter et Confirm. Et on a distribué environ 14,5 millions de francs pour la recherche avec un comité scientifique que je remercie au passage. Il a été dit aussi, j'ai eu cette chance d'être le chef du centre de recherche clinique, qui est une institution à cheval sur la faculté et les HUG. Et vous avez ici les membres en grande partie de ce CRC. Et sans eux, au fond, je pense qu'on ferait une recherche moins pointue au HUG et dans nos institutions et moins rigoureuse. Et vraiment, c'est les gardiens du temple de la recherche clinique. Et j'aimerais vraiment remercier chaleureusement ces personnes avec qui j'ai échangé au cours de ces 12 années. Bien sûr, il faut que je vous parle de mon service, le service des soins intensifs adultes. Alors, historiquement, c'était deux services, hein. C'était deux services. Il y avait un service de soins intensifs de médecine qui était dirigé par le professeur Jean-Claude Chevrolet, hein, des soins intensifs chirurgicaux par le professeur Souter. Et à son départ, il y a eu la décision de fusionner les deux services. Ouais, c'était un moment intéressant. Euh, ça s'est fait, ça s'est fait. Et maintenant, au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus que moi qui m'en souviens. Alors, c'est un service qui a eu au cours des années entre 26 et 36 lits, que j'ai structuré quand je suis arrivé à la tête de ce service en 4 sous-unités parce qu'on ressent maintenant le besoin de se surspécialiser dans certains domaines de la médecine intensive, surtout, je dirais, dans les centres universitaires. Et il y a eu création d'unités de neuroréanimation cardiovasculaire, une unité polyvalente et une unité pour les patients long séjour. Vous cacherez rien, vous le savez si vous êtes ici, c'est un service qui travaille 24 sur 24, 7 sur 7. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de férié. La charge en soins, elle est à peu près équivalente tout au cours de l'année. Et ça explique pourquoi, oui, pourquoi on a besoin d'environ 250 collaborateurs, euh, médecins, infirmières, aides-soignants, physio, administratifs, personnel administratif. On traite environ 2000 à 2500 patients les plus graves de l'hôpital chaque année. C'est des patients qui sont soit polytraumatisés, opérés du cœur, septicémiques, qui sont des traumatisés crâniens, ils ont des AVC ou ils ont eu une transplantation d'organes. On a aussi les donneurs d'organes dans notre service. Alors, je vous mets la mortalité parce que je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous pense que si vous arrivez aux soins intensifs, vous avez une chance sur deux de repartir les pieds devant. Eh bien, non. Alors, on peut dire 6% de mortalité, mais moi, j'aime mieux dire 94% de survie. Voilà, je vois le verre à moitié plein ou à 94% plein plutôt qu'à 6% vide. Voilà. Et je pense qu'on peut être fier de ce chiffre. Je le dis là, hein, il y a beaucoup
beaucoup de personnes de mon service qui sont présents, et c'est vraiment le travail quotidien de tous, de chacun, qui fait qu'on a un taux de survie aussi important et qui se place en tête, au fond, des différentes unités de soins intensifs de Suisse. Alors, c'est quoi un patient de soins intensifs? Ben voilà, c'est ça. C'est une photo qui date un peu, il a une dizaine d'années, mais ça n'a pas changé beaucoup. On a de la peine à voir le patient, là, hein. C'est de trouver le patient là-dedans, c'est un peu comme chercher Charlie, quoi, hein. Alors pourquoi? C'est parce qu'il y a plein de machines autour de ce patient qui vont soutenir les organes défaillants et qui vont permettre de faire survivre ce patient. Donc il y a un respirateur qu'on ne voit pas parce qu'il est caché par la dialyse. Il y a une machine de circulation extracorporelle, des moniteurs et des pousse-seringues. Et ça paraît compliqué. Nous, c'est notre quotidien et on arrive très bien à gérer ce genre de situation. Un mot sur Ebola, parce que ça a été un moment pour moi fondateur. Ça a été un seul patient. On dirait, il y a 2000, 2500 par année. Pourquoi tu me parles d'un patient? Eh bien voilà, je vais vous en parler parce que c'était un collègue médecin cubain, par hasard. On se replace dans le contexte, 2014, épidémie d'Ebola dans, dans l'Est, c'est pas l'Afrique oui, l'Afrique de l'Ouest, c'est juste, qui va finalement faire 11 000 morts. Grosse épidémie, ça commence au début de l'année. Au mois d'août de cette année-là, Margaret Chan, alors secrétaire de l'organisation, secrétaire générale de l'Organisation mondiale de la santé, fait un appel. Elle fait un appel à la communauté euh, internationale de santé pour, euh, pour obtenir de l'aide pour ces pauvres patients qui sont en train de décéder en masse en Afrique. Alors, les premiers à lever la main, c'est Cuba. Euh, voilà un pays qui a un vingtième des ressources qu'on a pour soigner les patients, qui lève la main et qui dit, ben, nous, on va y aller. En 3 semaines, ils ont formé 250 médecins et infirmières et les ont envoyés en Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, pour Félix, ben, il s'est infecté quelques jours après être arrivé. Et il est rapatrié au HUG le 21 novembre. Branle-bas de combat, vous imaginez bien, parce que bah, c'est pas très populaire d'accueillir un patient Ebola. On s'était préparé heureusement depuis le mois d'avril. Tout le monde nous prenait pour des fous d'ailleurs, hein. On disait, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, hein? On s'était préparé à s'habiller, se déshabiller en sécurité pour pas attraper le virus. Parce qu'une fois qu'on rentrait dans cette chambre, si on attrapait le virus en tant que soignant, on avait en gros une chance sur 3 de mourir. Donc c'était pas très simple de motiver les équipes à rentrer dans ces chambres. Et en fait, le service a suivi et m'a même devancé sur beaucoup d'aspects par rapport à ça. Alors l'histoire est belle parce que finalement, Félix va s'en sortir, il va rentrer à la Havane et il a été d'accord de porter le maillot des Hugues à son arrivée à la Havane. Et ça a fait le tour de la presse mondiale, beaucoup de publicité pour nos institutions. Et là, vous le voyez avec Vania, sa femme, et Alexandre, son fils, qui était étudiant en médecine à l'époque, et est devenu maintenant interniste et infectiologue, comme par hasard. L'histoire est encore plus belle parce que 3 ans plus tard, Margaret Chan, que vous voyez ici en orange, elle va décider de donner la distinction la plus élevée en termes de médecine humanitaire de l'OMS à la brigade cubaine. Et c'est Félix qui va venir chercher cette distinction avec le ministre de la Santé cubain. On a parlé smarter. Alors déjà, aux soins intensifs, on est smart, hein. Mais on peut être smarter. On peut être smarter. Smarter, ça ne veut pas dire faire plus avec moins. Less is more, on n'aime pas trop, mais mieux avec moins. Voilà. Il y a des endroits où on gaspille, on fait trop. Euh, il y a plein d'endroits comme ça qu'on a regardé. Et au fond, Thierry Fumeau, qui est présent ici, qui était président de notre Société suisse de médecine intensive, avec les collègues de la société, ont édicté 9 points sur lesquels on pouvait faire plus avec moins. Et nous, on a rajouté un 10e, l'oxygène. Et puis, on s'est attelé pour chacun de ces points à voir comment on pourrait faire mieux avec moins. Et ça, c'est un projet magnifique. Vous voyez que la dominance du projet est dans le rose.
C'est bien sûr Filippo Boroli qui est le fer de lance de ce projet, mais c'est vraiment un projet extrêmement collaboratif avec les infirmiers en mandat que vous pouvez voir, Audrey, Hélène et Franck, qui ont successivement participé à ces projets et qui participent toujours à ces projets de Smarter. Alors Smarter, ça veut dire quoi si on donne deux, trois chiffres? Vous avez déjà vu que j'aimais bien les chiffres, mais je pense que les chiffres sont importants. Depuis 2018, on a économisé, écoutez bien, 1200 litres de sang. C'est 1200 litres de sang qui ont été prélevés en moins chez nos patients. On avait tendance à prélever entre 50 et 60 millilitres de sang par jour et par patient. Vraiment des vrais vampires aux soins intensifs. Et là, on a réussi à diminuer vers les 20 millilitres, sans faire perdre de chance aux patients. Et c'est ça le point important, c'est pas on fait moins chez le patient, on fait différemment, et ça on arrive à faire. Il y a 3 fois moins d'hémoculture, 3 fois moins de gazométrie, 3 fois moins de transfusion inappropriée, 2 fois moins de dormicum, un médicament qu'on n'aime pas trop aux soins intensifs, 7 fois moins d'un médicament qui crée des résistances, qui sont les fluoroquinolones. Alors quand on fait ça, ben, on chope de nouveau des prix, quoi. Et voilà, le prix qualité Hugues 2019 est un prix très prestigieux international de l'Institut de la Fédération des hôpitaux qu'on est allé chercher à Lisbonne l'année passée. Vous voyez Bertrand Levrat qui a l'air pas peu fier à côté de l'équipe Smarter en ayant ce prix international pour cette démarche Smarter Medicine. Le Covid, pensez bien que j'en dirai un mot aussi. Le Covid, bah, ça a été au Hugues quelque chose d'incroyable. Pour paraphraser Berset qui a dit bah, c'était comme faire son périlleux arrière à un mammouth, hein. C'est un peu ça qu'on a réussi au Hugues. Pas qu'au Hugues, parce que tous les hôpitaux autour de nous ont été très impactés et je les remercie vraiment pour leur collaboration, notamment l'hôpital Latour. La deuxième vague, vous voyez, le pic le plus haut en bleu, c'est 600 patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, au Hugues, il y a eu 600 patients hospitalisés avec un Covid. Ça fait rire ma petite fille. Aux soins intensifs, ben, c'est une fraction de ces patients. C'est les patients les plus graves, ceux qui devaient être sous respiration artificielle. C'est 773 patients, 145 décès, 20% de mortalité. Voilà. Ce 20%, ça paraît beaucoup, mais franchement, quand on voyait arriver les patients, on ne savait même pas qu'ils allaient tenir 1 heure. Je crois qu'on peut être fier de ce 80% au fond de survie. Voilà, comme l'avait dit Chapat dans sa BD La Digue a tenu, on a surfé une grosse vague, plusieurs grosses vagues. Pendant plusieurs semaines, on a été en apnée, mais finalement, on n'a pas été submergé. Alors, plutôt que vous donner des chiffres et des courbes, ça sera un peu ma tendance scientifique, je vais vous montrer quelques images qui vont vous replonger un peu dans cette ambiance. Ici, c'est une salle de déchocage qu'on avait mis en place très vite aux soins intensifs quand les patients arrivaient, parce que des fois, ils n'arrivaient pas tout seuls. Là, il y en avait deux, ça arrivait qu'il y en avait trois en même temps. On avait trois équipes qui étaient capables de, de prendre en charge ces patients en détresse respiratoire absolue. Ils étaient suffocants. Et donc, on les intubait, on les endormait, on les équipait avec des voies veineuses. Et ensuite, on les distribuait dans nos unités. Voilà, ça, c'est aussi une image qui a été reprise dans la BD de Chapat. Là, c'est le type de patient qu'on avait. C'était des patients plutôt un peu avec du surpoids, des hommes d'entre 50 et 70 ans qu'on devait ventiler des fois à plat ventre, hein. Ça a été, et ça parlait aux gens, ces soins intensifs, cet endroit, on ne savait pas trop où c'est dans l'hôpital, avec un gros signe interdit d'entrée sur la porte. Là, tout d'un coup, les gens entraient aux soins intensifs et se rendaient compte un peu de ce qu'était ce travail. Des fois, on essayait de ne pas intuber les gens, puis on les mettait sous des instruments de torture, comme ce casque, pour éviter de devoir les intuber. Il y a quelques patients qui ont pu passer des caps comme ça et qui n'ont pas eu de tube dans la gorge à cause de ça. Euh, Aussi l'aide de l'armée. C'est quand même curieux ça, non? D'avoir des soldats aux soins intensifs, on a vécu ça. On a eu des bataillons de soldats au HUG, mais notamment aux soins intensifs qui sont venus aider. Et c'était pas trop parce qu'on avait vraiment besoin de bras à ce moment. Ici, vous voyez une trachéostomie qui se fait en chambre chez un patient Covid, des soignants très appliqués, et chaque fois plusieurs soignants autour d'un malade. Là, vous voyez en deuxième plan, on tourne un malade, on le fait passer
sur le dos à plat ventre, et il faut 7 personnes. Il faut 7 personnes pour tourner un malade. Ça vous donne l'intensité des soins qu'on a eus. Et tout ça avec 2 blouses, avec une charlotte, avec un masque ultra filtrant dans une chaleur un peu indescriptible. Et voilà, c'était des moments très très durs aussi physiquement, pas seulement avec la charge mentale des soignants, mais aussi physiquement. Et puis des belles histoires, quoi, comme ce papa d'une petite fille qui était une méconnaissance d'ailleurs, un des premiers extubés, et on fêtait chaque extubation, je peux vous le dire. On a fêté la dernière tous ensemble, mais la première, je peux vous dire qu'on l'a fêtée aussi. D'autres qui ont été tellement malades. Et voilà, qu'on est très fiers aussi d'avoir pu ramener à la vie après des périodes compliquées. Prise en charge des familles, c'est un peu ma patte aussi. Voilà, j'ai toujours aimé le contact avec les proches. Les patients, c'est passionnant forcément, mais les proches, c'est tellement important. Les proches dans mon service, ils sont vus tous les jours. Ça représente près de 20% du temps des médecins. C'est vraiment une grande partie de l'activité médicale, c'est d'informer, c'est de se mettre en accord, en raccord avec les familles. Instaurer les visites 24 sur 24. Il n'y a plus d'heures de visite aux soins intensifs. Les familles viennent quand elles veulent. Ça, c'est depuis 2018 et ça gêne plus personne. Ça gêne personne. C'est juste de la confiance qu'on établit avec eux. Les familles, elles sont toujours venues d'ailleurs, même pendant la première vague où elles étaient interdites à l'hôpital, on a toujours trouvé un moyen pour les faire venir lors des fins de vie. C'était inimaginable pour nous et pour moi qu'un patient décède. Et ça, c'était suite à une petite discussion qu'on a eue avec Bertrand Levrat et Alain. On s'est donné cette possibilité de faire venir les familles dans ce contexte. On a pris un psychologue, d'ailleurs qu'on a gardé, parce qu'on a trouvé que c'était sympa d'avoir un psychologue dans le service et c'est vraiment quelque chose de très utile. Et puis on a développé un truc qui s'appelle les consultations post-soins intensifs. Depuis 2018, nos patients sont revus 6 à 12 mois après leur sortie des soins intensifs, ceux qui sont restés un temps significatif. On les voit avec une infirmière, un physio. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on refait justement le film de l'hospitalisation, on les examine aussi, ces patients. C'est un taux de succès qui est voisin de 100%. Ils adorent revenir, en fait. Et pourquoi ils adorent revenir? C'est parce qu'ils ont beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Et on voit très bien qu'ils souffrent encore, ces patients, même après 6 et 12 mois. Un tiers d'entre eux, ils ont des syndromes anxieux-dépressifs. Et un tiers d'entre eux, et les proches aussi, même plus les proches, ont un syndrome de stress post-traumatique. Pour vous donner une idée, c'est le double du taux de PTSD qu'on pouvait mesurer chez les GI qui revenaient du Vietnam. Voilà, l'équipe des soins intensifs, je voulais leur faire un clin d'œil parce que franchement, quelle équipe, quelle équipe. Voilà, c'est juste des petites photos comme ça. C'est des gens qui aiment faire la fête, alors ça c'est sûr. Voilà, on va faire des fêtes, on va parler des fondus au paquis, voilà, t'as pas dit des bêtises, des soirées sur des rooftops, et voilà. Et la fête de ce soir, voilà, qui est préparée, et ce soir on va faire la fête, parce que c'est la dernière fois qu'on la fera ensemble, sur un rooftop d'ailleurs. Exposition médiatique, en dire 2 mots, parce que moi, j'étais pas vraiment préparé à ça. J'étais pas trop préparé. Alors, des très très belles émissions qui ont justement mis la lumière sur les soins intensifs. Et merci Isabelle Moncada, merci à l'équipe de Temps Présent. Et puis ensuite, bien sûr, encore plus d'expositions lors du Covid avec des plateaux, des prises d'interviews à l'hôpital. Et il fallait faire ça en plus de tout le reste. Et c'était ce devoir dont tu parlais, Alain, qui était d'informer la population de façon tout à fait honnête et claire. Et voilà, ça c'est un petit florilège de ces passages en plateau. On a parlé aussi un an après le Covid. La presse écrite aussi, je vois Laurence qui est là, Laurence Bézaguet, voilà, qu'on s'est vu quelques fois. C'était important aussi parce qu'on pouvait être plus long dans la presse et on a parlé de choses importantes, c'est de tri, de sacrifice, voilà, à quel moment on devrait commencer à faire du tri, de faire des choix. Des patients vaccinés qui commençaient à arriver, ça inquiétait tout le monde. Et puis ce papier, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Laurence, un papier, c'est une double page de la Tribune de Genève, c'était mi-octobre. On revoyait les cas monter à l'hôpital, c'est le début de la deuxième vague, et la question se pose d'un deuxième confinement. Je me pose la question, mais au fond, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait couper cette vague? Et puis moi, dans la discussion, je dis à Laurence,
Ben, un truc qui a marché lors la première vague, c'était le confinement. Et puis on s'arrête là-dessus. Et voilà pas quel titre ça, la seule chose qui marcherait serait le confinement. Alors je vous dis pas les lettres et les mails d'injures, voire de menaces que j'ai reçues après ces papiers, et notamment de toute la partie même d'amis qui sont dans l'économie genevoise et qui me disent, mais tu vas tuer l'économie. Ça, c'est un peu le problème de l'exposition médiatique. Et puis j'aimerais aussi bah, voilà, dire qu'il y a eu d'autres expositions qui étaient hyper sympas. Bah, ça d'avoir été une fois dans sa vie un héros de bande dessinée. Ça, c'est top. Et franchement, je vous conseille la lecture de cette BD. Elle est juste géniale. C'est déjà un moment d'anthologie, un moment d'histoire. Euh, avec toute l'histoire du Covid, la première vague en tout cas qui est dedans. Merci Chapat pour nos discussions. Bah, Joseph aussi, qui chaque soir qui donne son spectacle me cite et ça me touche terriblement. On a une longue histoire maintenant avec Joseph et une très belle histoire. Il l'a même écrit et je vous conseille aussi son livre. Je crois qu'il y a encore trois représentations d'ici la fin du mois au Casino Théâtre. Si vous n'avez pas vu ce spectacle, courez-y. C'est un parcours d'un patient de soins intensifs et très grave, vu à travers les yeux d'un patient et pas n'importe quel patient, avec beaucoup d'humour, de dérision et d'autodérision. Et puis Metin Arditi aussi, qui est venu une fois me trouver en me disant j'aimerais comprendre les soins intensifs parce qu'il y a un de mes protagonistes du roman que je suis en train d'écrire qui vient aux soins intensifs. Et on a parlé, et puis finalement on s'est revu beaucoup de fois parce on a connecté, et on a parlé de beaucoup de choses ensemble, et il m'a fait la gentillesse en fait, de mettre mon personnage à l'intérieur de ce roman. Donc oui, voir le docteur Pugin dans les romans de Metin Arditi. J'en arrive au remerciement. Ça, c'est mes géants. On a tous des géants sur l'épaule desquels on s'est assis. Ça, c'est les miens. Voilà. J'en suis extrêmement reconnaissant et ils ont pavé cette carrière, en commençant par Francis, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais il m'a envoyé un très gentil mot. Francis Valfogel, j'étais son stagiaire, son interne, son chef de clinique. Il m'a appris tellement de choses. Il m'a donné le goût des maladies infectieuses aussi. Bernard Mac, qui m'a accueilli avec le laboratoire euh, au, au CMU, qui a toujours été extrêmement bienveillant. Deux énormes intensivistes pionniers, Jean-Claude Chevrolet et Peter Souter, avec lesquels ben voilà, j'ai travaillé, qui m'ont appris mille choses, la rigueur dans l'approche de la médecine des patients. Et on a développé vraiment cette discipline ensemble, mais vraiment sous leur regard bienveillant. Et puis j'ai bah, mes doyens, voilà, je vais les appeler mes doyens jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui sont là, avec qui j'ai interagi, mais pas directement dans le bureau des canals, c'est Henri et Jem. Et mes deux patrons des États-Unis, que j'oublie pas, parce qu'ils m'ont appris la rigueur scientifique au bench, comment construire une bonne expérience et mettre les bons contrôles. Je regarde Karine qui a souffert après de tous les contrôles que je lui demandais quand elle sortait une expérience. Voilà, mes remercierons ne seraient pas complets si je ne remerciais pas l'équipe cadre des soins intensifs. C'est tous des médecins de premier ordre, et je suis serein. Je suis vraiment serein de partir avec une équipe comme ça. Les soins intensifs sont vraiment dans de bonnes mains. Merci donc à ces gens qui ont été là au début, et je voulais citer aussi quelques personnes. Bah, quand on a eu des chefs de clinique comme Jean-François Balavoine, Pierre-François Inger, Anne-Françoise Alas, Philippe Chalère, moi, je pense qu'on part pas mal, quoi. On part pas mal dans une carrière médico-scientifique. Mes collègues des soins intensifs, Philippe Joliet, qui me fait le plaisir de venir aujourd'hui, Martine Louis, bien sûr, et le regretté Jean-Benoît Torrance. Les chefs de service, voilà. Quand on est chef de service, on ne dit pas assez, mais on a des fois des moments de solitude, et c'est finalement avec les chefs de service qu'on parle le mieux. Et bien sûr, un hôpital, c'est un ensemble de départements, euh, d'unités, d'instituts, de centres, mais au fond, l'unité essentielle, fondamentale, c'est le service. Je pense qu'un hôpital sain soigne ses services et écoute ses chefs de service. Voilà, ça c'est dit. Alors, cette écoute, je l'ai eue. Je l'ai eue des dirigeants de cette institution, et j'aimerais leur rendre hommage. J'aimerais rendre hommage à Bertrand Levrat, qui est malheureusement pas là,
parce qu'il est déjà dans d'autres fonctions, dans un autre continent, dans un autre hémisphère. Alain, Arnaud Perrier, directeur médical, Maître François Canonica, toujours extrêmement bienveillant à la tête du CA, et notre magistrat, Maître Mauro Poggia. Enfin, j'aime bien cette image parce que c'était pendant une conférence de presse d'Ebola en 2014. Jeune chef de service, un mois après, on chope ce patient, c'est la panique un peu. Et là, moi, je lis dans les yeux de Bertrand beaucoup de bienveillance et de soutien. Et voilà, et depuis ce moment-là, on est resté finalement très proches. Alors, merci à mes amis, dont certains sont devenus des patients. Et oui, des fois, ça arrive. Ou des proches de patients. Et merci à mes patients. Alors, je sais qu'on ne devrait pas dire mes patients parce qu'ils ne nous appartiennent pas, hein. Alors, moi, quand on dit mes patients, je dis non, ce n'est pas ton patient. Voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de dire mes patients. Je dis mes patients. Donc, parce que certains sont devenus des amis. Merci à mes plus proches, ma famille qui est là, ça me touche beaucoup, mes enfants, Alexandre, Caroline et Marie, leurs enfants, mes petits-enfants que j'adore, sont mes petits amours, Victoria, Joséphine, Chloé, Elio, et à ma compagne qui partage ma vie, Antonella. Voilà, j'aimerais terminer avec cette image, c'est la dernière. C'est une image qui représente un certain nombre de choses pour moi. Premièrement, quelque chose que j'aime bien faire, c'est ça, la voile, voilà. Avec mon fils notamment, qui n'est pas sur la photo, mais qui prend la photo, il est en position de trapèze, là, il me photographie. C'est une photo pleine de, je trouve, de sérénitude, de zénitude, mais aussi un peu de solitude. On parlait de la solitude des chefs de service avant. Et puis, c'est aussi une photo qui montre que ben, dans le grain, quand ça bouge, ben, il faut savoir aussi garder la barre droite. Ça, je pense que c'est une qualité qu'on doit avoir en tant que manager ou chef de service. Et des fois, il faut savoir aussi prendre un riz dans la voile. On parlait de 4% d'économie pour la faculté. Ben, voilà, ça, c'est des sacrés riz qu'on doit prendre dans la voile. Mais garder le cap. Voilà. D'ailleurs, en termes de bord, moi je vais tirer un bord, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, sur la rive droite à l'hôpital de la Tour. Et j'aimerais déjà remercier ceux qui m'ont déjà accueilli lors des premières réunions. Et j'ai eu un plaisir fou. Il manque Bijane là d'ailleurs, je t'ai vu et tu manques là-dessus. Mais aussi, surtout avec François et Francis, François Servetti, Francis Meyer, c'est vraiment des vieux potes avec qui j'ai passé 6 mois sur un voilier aux Philippines dans une autre vie. Et finalement, voilà, je boucle la boucle, je vais à la Tour et on va retravailler ensemble. Quel bonheur. Voilà, donc j'en arrive à la fin. Comment vous dire à quel point moi, j'ai eu du plaisir, de la fierté, de la satisfaction et le privilège d'interagir avec chacun d'entre vous. C'était que du bonheur et finalement, il me reste que 2 choses à vous dire, c'est merci et au revoir. Merci beaucoup. Merci, je suis très touché. Merci. Merci Jérôme pour cette belle épopée. Bon vent pour la suite. C'est maintenant le moment de l'apéritif qui nous attend dehors. Et puis bien sûr, et tu le connais, le kit de départ de la faculté.
avec un beau livre qui servira probablement plutôt d'inspiration à tes petites filles pour te faire des beaux dessins, et puis de quoi te tenir chaud sur ton bateau. Merci. Tout de bon, et on se réjouit de continuer à voguer dans d'autres manières, avec toi sur la rive droite, mais nous toujours ici sur la rive gauche avec toi. Tout de bon. Merci.